Bonjour et bienvenue à notre balado. Le cinéma, c'est au cinéma. Épisode intitulé « Le cinéma, art et divertissement ». Donc, pour m'accompagner encore une fois, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume. Bonjour Marcel. Ça va toujours bien? Oui, très bien toi-même. Pleine forme. D'où vient un petit peu la raison d'être de notre balado d'aujourd'hui? Bien, c'est suite à la sortie publique d'un film qui a été reçu, je pense, par certains comme étant non performant, alors que moi, je me questionne. Pour en faire une histoire courte, récemment, le film Viking, qui a été diffusé dans les salles au mois de septembre, a eu 20 000 admissions. Tant qu'à moi, c'est pas si mauvais, mais pour certains, il faut croire que c'est pas suffisant. Et encore moins suffisant du fait que le film avait été classé numéro 2 comme étant remarquable par Mediafilm. Donc, déjà là, le débat, pourquoi un film remarquable n'a-t-il pas une assistance suffisante pour ces gens-là? Moi, je trouve que 20 000. Et on me dit tout de go, écoute, c'est à cause inévitablement de ce qui s'est passé, la pandémie, les habitudes ont changé, le streaming et tout ça. Mais moi, j'ai en souvenir la crise du cinéma lamentable. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, il y a un propriétaire de cinéma qui, en 2013, il y a déjà 10 ans, est sorti public en disant que les films québécois ne performaient pas parce que c'était des sujets... lamentables, démoralisants, et etc. Il y a eu un lever de bouclier. Je pense aussi que c'était peut-être un peu gros comme affirmation. Là. Il fallait faire du discernement qui n'avait pas été fait. Mais ça a mis en lumière ça. Mais en 2013, pour en revenir à mon propos, c'est que le streaming était beaucoup, beaucoup moins populaire. Et à cette époque-là, il y avait des films qui faisaient 1000 admissions. Pas 20 000, 1000. Donc, il y avait lieu de se poser des grandes questions et je pense que le taux de fréquentation des films québécois était au plus bas depuis de nombreuses années. Je pense que depuis ce temps-là, la situation s'est corrigée, mais ça met toujours la question de l'avant, le cinéma, l'art ou le divertissement. C'est un peu ça qui est le sujet d'aujourd'hui et que j'aimerais regarder avec toi. Bien, effectivement, mais comme je t'ai dit d'entrée de jeu tout à l'heure, ça m'a tout de suite fait penser à la fameuse expression qui est anglophone, mais en français, je pense pas qu'on ait la même chose. C'est le terme « show business ». Donc, dans ce terme-là, ça dit « show » pour spectacle et « business » pour faire des affaires. Donc, on mélange un peu les deux afin de donner un divertissement culturel qui est, à tout le moins, on essaye, en tout cas, d'être rentable pour les gens qui vont le présenter, le produire ou le consommer. Oui, c'est un sujet qui est comme ça depuis des années. Je pense que chaque film a son chemin unique. Chaque réalisateur aussi et producteur a sa façon de voir les choses. Après ça, on essaye, en tout cas, je pense que chacun essaye de faire du mieux qu'il peut pour produire quelque chose. Mais évidemment qu'il y a des sujets qui sont, disons, historiquement au Québec, plus faciles à aller chercher un plus large public que d'autres. Puis je dis ça, mais en même temps, je m'analyse moi-même et je parle évidemment de l'humour. Qui est quand même très, très commun au Québec dans les films. Il y a énormément de films qui ont été très populaires qui font dans l'humour. Mais en même temps, le film le plus populaire de tous les temps, c'est un gros drame. C'est un gros drame et spoiler alert, ça finit pas bien. Non, ça finit pas bien du tout. On parle de Séraphin, je pense. Exactement, en plein ça, qui est de loin, là, si on va voir sur l'Observatoire de la culture, le film québécois le plus populaire en termes d'admission de tous les temps. Oui, absolument. Alors, les gens aiment les drames. Aussi. Les gens aiment les drames, aiment beaucoup de genres. Après, ben là, c'est une question d'opinion. Et le facteur X. Hein, le facteur X, si la recette gagnante était disponible dans un livre, pensez-vous pas qu'on l'utiliserait à chaque fois? Mais je vais te relancer là-dessus. Il s'est fait un livre. Il s'est fait un livre en 2005
qui donne les 15 points les plus importants pour faire un film à succès. Oui. Et j'essaie de retrouver le nom du fameux monsieur, mais des recettes toutes faites à prix d'avance, d'après moi, c'est souvent questionnable. Mais... Ben, pendant que tu vas chercher, il y a des points communs, je crois, qui risquent de plaire à un public plus large qu'un autre. Il y a des choses qui se répètent en général, mais il n'y a pas de recette magique. Exactement. Malheureusement. J'ai trouvé, le fameux livre s'appelle « Les règles élémentaires pour écrire un scénario ». C'est un livre de Blake Snyder qui a été publié en 2005 et qui énumère en 15 points les choses importantes pour faire un bon scénario. Encore là, des recettes magiques. Ben, encore une fois, c'est ça. Puis il y a tellement d'impondérables, il y a tellement de choses qui peuvent se produire entre l'écriture d'un scénario de film et sa sortie et sa consommation. Pendant la production, la post-production, le moment où ça sort, les autres films à l'affiche. Puis là, on parle évidemment du cinéma en salle, hein, donc il y a des films qui ne sortent non plus pas en salle. Qu'est-ce qui va faire qu'un film, puis je parle de toutes les nationalités même, là, va être un succès et d'autres pas. Combien de fois qu'on a vu des films où on s'est dit « My God, ça n'a pas plus marché que ça », tu sais. Et d'autres que tu dis « Mais comment ça se fait que ça a marché autant que ça ?» Donc, c'est le fameux facteur X qui fait qu'on n'arrive pas nécessairement à écrire des règles claires de dire « Ceci va être un succès ». Absolument. Je voulais juste revenir aussi à ton terme « show business ». Je crois qu'en français, ici, on a beaucoup parlé d'industrie culturelle. Oui, ben oui, absolument. Industrie culturelle. C'est pas la même chose, mais c'est un peu ça. Absolument. Et déjà, dans ce terme-là, d'après moi, il y a une dualité. Là. Oui. À quelque part, il y a de l'argent, puis à quelque part, il y a juste la culture, l'œuvre qui prime. On ne veut pas être brimé pour faire une œuvre. Et de l'autre côté, ben, l'argent nous retient un peu. Donc, c'est tout le dilemme qui est alentour de ça, qui date... c'est un débat qui date de toujours. Absolument. Et il n'y a pas... en tout cas, à mon sens, il n'y a pas un film ou une production de film qui bénéficie d'un budget absolu. Il y a toujours des compromis à faire. Peu importe la grosseur du film, l'importance du budget, que ce soit du plus petit ou plus grand, on a toujours des enjeux où on ne pourra pas faire tel ou tel truc. Donc, il faut s'adapter aux réalités qui nous est présentées quand on fait ça. Puis une réalité également quand on arrive et on sort en salle. Un exemple assez banal, on sort une semaine 4 ou 5 films dans la même semaine, puis on pense qu'ils vont avoir un potentiel commercial les 4 ou les 5, mais on a un nombre d'écrans fixes. Ouais. On ne peut pas en inventer des écrans. Donc, cette semaine-là, il y a certains films qui vont malheureusement écoper parce que toutes ces raisons-là, si vous avez un complexe à 4 écrans, vous ne pouvez juste pas toutes les jouer. Impossible. Puis ça, c'est considérant que vous avez débarqué tous les films précédemment. Ce qui est rarement le cas. Ces temps-ci, il y en a un qu'on aime garder ces temps-ci. Ouais. Hein? Donc, ça aussi, c'est des choses comme ça qui vont arriver dans le contexte d'un succès d'un film. Puis le succès n'est pas juste au box-office, bien évidemment. Ça peut être reconnu par les pairs des gens qui sont là, par les critiques, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, je pense qu'il y a plusieurs barèmes qu'on peut voir. Une chose qui me vient à l'esprit rapidement, c'est quand on va sur les sites... même comme Cinoche ou Cinéma Montréal, les Américains comme Rotten Tomatoes et Metacritic, il y a souvent 2 notes. Il y a les notes des critiques combinées et il y a des notes du public. Ouais. Donc, ça donne une information supplémentaire et très régulièrement, ce n'est pas les mêmes notes et il y a une très, très grande différence souvent entre les deux. Absolument. Puis le plus bel exemple que je peux trouver, parce qu'on reparlait là, des cotes, la fameuse cote de Mediafilm puis tout ça. Oui. C'est un organisme, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un organisme qui classifie les films depuis 1968, qui les met sur 7 niveaux, soit 1, chef-d'œuvre, 2, remarquable, 3, très bon, 4, bon, 5, moyen, 6, pauvre, 7, minable. Donc, chaque film est évalué et tout ça. Et ça dépend de chacun, parce que tu parlais de fréquentation, comment se fait-il? Mais quand on prend au niveau canadien, il y a une liste qui est émise
par le Toronto Film Festival à tous les 10 ans comme étant quels sont les meilleurs films canadiens de cette période-là. Oui. Donc, la dernière fois, ça a été classé en 2015. Et le film qui est sorti comme étant le meilleur film pour 2015 depuis ce temps-là s'appelle Atamarjuat. C'est un film inuit qui s'appelle La légende de l'homme rapide, qui a été fait en 2001. Et il avait un box-office de 5 998 $. Mm-hmm. Donc, pas de fréquentation. Pas de fréquentation. Et c'est pourtant, pour eux, le meilleur film canadien, point, qui a détrôné Mon oncle Antoine, qui était là pendant 30 ans. Mm-hmm. Ça aussi, ça joue, ça évolue, parce que les jurys, à tous les 10 ans, changent. Oui. C'est une consultation auprès des professionnels du cinéma, dont près d'une centaine de réalisateurs, qui, eux, émettent leurs recommandations pour faire cette liste-là. Donc, ça évolue. Mediafilm aussi a ses numéro 1, ses numéro 2 et 3, si on veut, mais eux, par chef-d'œuvre, il y en a 3 films québécois seulement que pour eux sont des chefs-d'œuvre. Et il y en a 10 qui sont des films remarquables, dont le fameux Viking qu'on a parlé. Absolument. Mais c'est compliqué parce que, oui. Comment je veux dire, la fameuse liste du Toronto Film Festival sort des titres québécois qui ne sont pas reconnus comme chefs-d'œuvre remarquables, aussi élevés par Mediafilm. Mm-hmm. Donc, chacun, à savoir, pour te donner, pour être plus précis, là, les gens qui se posent la question, bien, Toronto Film Festival, dans ses 10 meilleurs films, il y a 3 films québécois qu'on peut voir. Tu avais nommé Jésus de Montréal. Oui. Jésus de Montréal, Crazy. Léolo et Crazy. Ouais. Et ces 3 films-là ne sont pas soit dans la cote 1 ou soit dans la cote 2 de Mediafilm. Mm-hmm. Donc, déjà là, les goûts ou les critères, pas juste des goûts, je sais pas, là. Mais on peut faire une liste avec des notes et tout ça, mais en bout de ligne, c'est propre à chacun. Ouais. C'est propre à chacun, puis c'est bien correct comme ça. Chacun regarde un film, consomme un film à sa propre manière. Et évidemment, ben, plus on met de gens, ben là, plus ça fait une moyenne, si on peut dire. On en revient un peu aux moyennes de critiques sur Rotten Tomatoes ou Metacritic. Mais chaque évaluateur, évidemment, là, comme tu me disais, c'est des gens qui sont des professionnels, des gens qui travaillent dans l'industrie, va le voir différemment. Par exemple, c'est très correct, là, mais une personne peut dire ce film-là, je sais pas, moi, il y avait un problème technique que j'ai remarqué, ouais. Et là, moi, c'est super important. Alors là, ce film-là, c'est impossible qu'il se classe. L'autre qui va dire, non, moi, ce film-là m'a donné beaucoup plus d'émotions malgré tout. Ouais. Là, c'est plus important. Donc ça, c'est chacun décide de selon son bagage, ce qui est le plus important, puis ce qui est le plus... celui qui va avoir la meilleure note. Donc, puis c'est correct que chacun fait son propre... sa propre évaluation. Oui, c'est son propre palmarès. Ben oui, absolument. Puis ce qui est le fun, c'est que chaque personne aussi peut faire son palmarès, parce que quand on discute de cinéma, ça arrive très fréquemment, c'est quoi ton meilleur film? C'est quoi? On le demande, on est curieux de savoir ce que l'autre pense, puis c'est très correct, et c'est propre à chacun, puis souvent, c'est lié à des émotions. Parce que moi, je vais te faire un petit test, là. Oui. Tout de suite, je vais te demander, et je vais donner après ça, pour toi, ton meilleur film québécois, c'est quoi? Parce que là, je te prends à brûle pour point. Je ne l'avais pas averti avant. Non. Ben là, je ne sais pas si c'est parce que tu l'as nommé, mais Crazy, c'est un film qui me vient rapidement en tête. J'ai vu les 3 films qu'on a nommés. J'ai vu Les Holos, j'ai vu Mon oncle Antoine. Mais Crazy, s'il y en a un plus récemment, je dirais que vite comme ça, c'est probablement lui qui me vient le plus rapidement à l'esprit. Okay. Parce que pour les émotions que ça m'a donné, la musique qu'il y avait là-dedans, le chemin du personnage. Je te dirais que... Ouais. Okay. Peut-être que là, j'ai un billet parce qu'on l'a nommé, mais oui. Mais je vais te donner le mien, parce que je l'ai déjà dit plus d'une fois. Pour moi, le meilleur film québécois, à mon sens, c'est le film Les Ploufs de Gilles Caron. Oui. Qui donne
tout le Québec de mon enfance, toutes les valeurs qu'il y avait charriées à cette époque-là. Oui. C'est vraiment une reconstitution historique extraordinaire. C'est un très bon film. C'est un excellent film. L'histoire se suit. Le roman de Roger Lemelin était vraiment, vraiment excellent. Donc, pour moi, c'était ça. Donc, on a droit chacun. Ben oui. Puis si on avait une culture un peu plus... américaine, entre guillemets, on dirait, il va y avoir un remake? Mais il y a eu un Plouf 2. Oui, le crime de David Plouf. Le crime de David Plouf, oui. Effectivement. Il y a une suite à ça. Mais effectivement, mais tu vois, je pense, en tout cas, là, puis peut-être que je me trompe, tu peux me corriger, mais tu choisis ce film-là, tu as une connexion émotive avec ce film-là. Oui. Puis moi, j'en ai une aussi pour l'autre. Je l'ai découvert au cinéma. Puis ce qui fait qu'on a la liste de tous ces films-là que tu as nommés, selon ces gens-là, je pense que ça vient aussi, ça entre en ligne de compte au niveau de l'évaluation. Oui. Non, c'est ça. Et puis, c'est pas surprendre parce que les gens peuvent classifier les films, mais le grand public aussi réagit et va fréquenter, comme tu dis, les films, pas par rapport aux critiques qu'on en fait, mais par rapport à leur perception. Puis souvent, des films, on dit il n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Il y a beaucoup, souvent, la publicité derrière énormément. Ça. Le timing, la publicité. Je parlais l'autre fois là, avec un type là, qui fait des analyses. Il parlait du principe du chanteur de douche. Hein? C'est-à-dire que même si vous avez le meilleur chanteur de tous les temps qui chante dans sa douche, c'est juste lui qui va l'entendre. Moi, comme analogie, je dis aux gens, si tu fais un film puis tu le laisses dans ton sous-sol ou tu écris un livre puis tu n'en parles à personne, c'est impossible que les gens vont savoir son existence. Puis ça peut être le meilleur livre, mettons d'une manière objective, si on peut essayer de l'évaluer comme ça, qui n'a jamais été écrit. Donc, la publicité est importante. Le fameux terme que j'utilise souvent, que je trouve pas de penchant, encore une fois, français, c'est le awareness, le fait de savoir que quelque chose existe. Oui. Est très important pour la popularité d'un film. Donc, un film qui n'a pas été populaire auprès du public, est-ce qu'il est nécessairement moins bon? Pas nécessairement. Donc, tu as parlé du film Inuit là, que tu as parlé tout à l'heure. Oui. Mais il y a une raison pourquoi il est là. À quelque part, il y a des gens qui ont trouvé ce film-là excellent. Et c'est pas parce qu'il est apparu tout d'un coup. Il était là en 4e place, tu me dis, là, en 2004. C'est ça. Donc, il était là depuis un bout de temps aussi. Donc, à quelque part, il n'y a pas juste la performance au niveau de la popularité qui rentre en ligne de compte. Puis l'exemple que tu dis en est, au niveau de la publicité, en est un exemple. Je trouve au Québec, malheureusement, on n'inclut pas les coûts de publicité dans la production d'un film. Et on sait que c'est important. Aux États-Unis, souvent, on va aller presque à 30 des coûts de production. Oui. C'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent. Qui est investi pour faire connaître les films. Absolument. Ou encore d'avoir des systèmes en amont de faire connaître, de commencer déjà quand il est en production, d'en parler, de créer un intérêt, comme tu dis. Là. Absolument. C'est un produit de consommation, un film. C'est un spectacle, c'est un produit au même titre que n'importe quel produit. Donc, si vous voulez qu'un produit ou qu'un service soit connu, il faut en parler. Exactement. Souhaitons qu'un jour, on puisse inclure une part de la publicité dans les coûts de production, parce que malheureusement, même les distributeurs qui sont excellents, avec même leur meilleur vouloir, c'est une question d'argent et d'investissement, qui n'ont pas toujours les reins assez solides dans certains cas pour pouvoir supporter des sorties pareilles. Puis il y a une chose qui est hyper importante dans ce que tu viens de dire, c'est que, puis je le dis ça aussi, je le dis souvent, c'est pas un ensemble où tu as 100% de résultats. Donc, les meilleurs au monde manquent leur coût. OK? Alors, le jour où tu dis, puis une chose qui est sûre qui va rentrer, là, c'est les factures. Hein? Quand tu fais de la publicité, tu n'as pas le choix, tu vas les payer. Mais le public va-t-il être au rendez-vous à chaque fois? Là, on ne sait pas. On sait que souvent, ça n'arrive pas. Mais donc là, il y a un enjeu, là, à quelque part, il faut que ça se paye, ces choses-là. Ouais. Bon, évidemment, au Québec, on a la chance d'avoir des financements, mais comme tu dis, pas sur toute la portion de
la mise en marché. La mise en marché d'un film, il y en a sûrement un petit peu, mais rendu là, comme j'ai dit tout à l'heure, même les gens les plus reconnus, les entreprises les plus reconnues au monde de sortie de films ne font pas un 100%. Alors, si on part de ce principe-là, c'est sûr et certain qu'il y a des fois où ça ne marchera pas. Pour le facteur X. Donc, il est sorti, il est arrivé quelque chose. On a déjà parlé des films dans le passé où on associait ça à un événement négatif, alors les gens n'ont pas été le voir. Ça peut être fortuit, ça peut être au hasard. Donc, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais c'est toujours intéressant puis agréable, satisfaisant d'avoir un film qui va surprendre parce que ça arrive aussi, heureusement. Ça peut arriver. Et il ne faut pas se fier, finalement, en conclusion, on peut dire les critiques ne sont pas toujours écoutés par l'amateur de cinéma moyen. Exact. C'est quelque chose qui peut être une bonne bouée pour certaines personnes et pour d'autres, bien évidemment, ils peuvent aussi ne pas le suivre. Parce que oui, ça arrive fréquemment que des films qui sont extrêmement populaires aient une évaluation critique, entre guillemets, moyenne. Oui, c'est le moins qu'on peut dire. Puis on peut trouver le même phénomène dans des remises de prix, là. Soit les Oscars. Là, il y a déjà une polémique là, sur un film en ce moment, là, qu'il y a une actrice qui a fait de la cabale sur un film qui était plus ou moins populaire, qui se retrouve en nomination, contrairement à d'autres. Puis on a vu ici, des fois, des mises en nomination de films qui n'étaient même pas connus. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon pour autant. Exact. Mais c'est souvent le cas. À Hollywood, là, on a une nouvelle tendance. On a changé. Là. Oui, bien, c'est ça. C'est, comme tu dis, c'est une tendance. Je regardais dans le passé des films qui ont gagné l'Oscar du meilleur film dans les années fin 90, début 2000. C'était énormément de films très, très commerciaux. Et c'est plus comme ça aujourd'hui. Est-ce que ça va revenir un jour? Peut-être. Mais on en revient à ce que tu disais, c'est lié aux gens qui sont en poste, qui évaluent et qui vont donner leur vote à un plutôt qu'à l'autre. Et c'est un peu ça, la vie culturelle d'un film ou du divertissement. Là, c'est lié aux gens qui l'entourent, comment ça l'évolue. Et il y a des vagues, il y a des goûts qui diffèrent dans le temps. Et on en a fait plein d'exemples. Oui, effectivement, c'est ça. Il y a des modes. Et puis, on est dans ces tendances-là présentement où les films dits plus culturels, entre guillemets, sont mis plus en avant que les films dits plus commerciaux. Ouais. Donc, pour conclure, je pense que l'industrie culturelle qui est le monde du cinéma va devoir vivre avec cette dualité-là. Tant qu'à moi, il faut préserver les films culturels, les films plus pointus, si on veut. Oui. Puis aussi mettre de l'avant des films qui vont charger un large public, parce qu'on ne peut pas se déconnecter complètement de son public puis dire on va aller rayonner à l'extérieur, puis on va gagner des prix, puis tout ça. Puis chez nous, ça ne fonctionne jamais. Quand tu es subventionné, je pense qu'il y a un minimum de retour sur investissement. Un équilibre. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Un équilibre, c'est simple comme ça. Tout le monde part, je pense, d'un principe à succès. Hein? Je pense pas qu'il y a personne qui produit, écrit, réalise ou fait jouer un film en ayant une idée d'échec, peu importe lequel. Ouais. On part tous du principe qu'on veut que ça fonctionne d'une manière ou d'une autre. On n'y arrive pas tout le temps, malheureusement, mais c'est de trouver un équilibre où ce que certains... Parce que, tu sais, on parlait, là, puis je ne veux pas étirer, là, mais on parlait du talent souvent qui décide aux États-Unis, à Hollywood. On a parlé de ça il y a quelques mois. Les big boss des studios parlent de talent qui s'en vont. Alors, parce que ces gens-là, c'est eux autres qui créent les films, un peu comme ici au Québec. Oui. C'est les scénaristes, les réalisateurs, c'est eux autres qui vont nous apporter ces produits-là. Et ça aussi, ça évolue dans le temps. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va avec un équilibre le plus possible. Et des fois, il y a un côté de la balance qui est plus lourd que l'autre. Oui. Mais je pense, en tout cas, qu'en bout de ligne, avec le temps, l'historique qu'on voit, ça finit toujours par se balancer. Oui, je le pense aussi. On est en train de retrouver, justement, un peu de tous les genres, tous les styles avec les nouvelles cuvées 2023 des films québécois qui s'en viennent. Tout à fait. On est confiant. On pense en avoir un peu pour tout le monde. Et même s'ils sont des fois classés très haut et la fréquentation est moins là, c'est pas que les gens n'aiment pas les films québécois. C'est souvent qu'ils sont soit
méconnu ou que c'est un sujet plus pointu qui rejoint un moins large public, mais ils sont pas moins bons pour autant. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait, exactement. Et d'évaluer la possibilité de revenus d'un film de box-office est quand même importante, mais comme tu l'as dit, le sujet va déterminer en partie, ou le traitement même du sujet aussi, va déterminer un peu où le film va s'en aller et quel chemin il va prendre. Un chemin avec des prix, des festivals, plus à l'international, plus régional, plus dans les salles commerciales. Je ne veux pas faire de rime, mais... T'es pas loin. Je suis pas loin. Mais c'est ça, donc, et d'avoir... On en revient à un équilibre, de dire ça prend toutes sortes de cinématographie, je pense, au Québec, dans les salles. On en a, puis on voit que de temps en temps, il y a pas des correctifs, mais il y a des ajustements qui se font de temps en temps. Puis tout ça fait partie d'un ensemble qui fait qu'on a le cinéma qu'on a aujourd'hui. Effectivement. Et puis, en conclusion, les propriétaires de salles sont là pour présenter les films. Oui. Et c'est le public qui décide par sa fréquentation de leur succès. Exactement. D'accord. Bien, merci encore une fois, Guillaume, de m'avoir aidé dans cet épisode-là. Merci de m'avoir reçu à nouveau. Ça a été bien agréable. Ça fait plaisir. Et n'oubliez pas, le cinéma, c'est au cinéma.